Bien, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, d'abord je remercie le Conseil de l'Ordre de son invitation et je vais essayer de répondre dans les minutes qui suivent à leurs souhaits. Pour illustrer mon propos intitulé « Espoir de guérison et déontologie médicale », j'ai choisi un tableau de James Ensor qui appartient à l'université mais qui est en dépôt au Musée d'Art moderne, parce que réalisé en 1892, ce tableau représente des médecins, et ces médecins ne sont autres que des enseignants de l'Université libre de Bruxelles de la moitié de ce 19e siècle. Donc c'est un petit peu par autodérision, puisqu'on peut reconnaître de gauche à droite Joseph Sacré, qui enseignait l'anatomie et la chirurgie, Jean Cros, qui enseignait la pathologie et la thérapeutique, les maladies internes, était aussi le médecin hygiéniste de la ville de Bruxelles et fut sénateur. Ensuite, Guillaume Romelard, qui enseignait la physiologie, les maladies internes aussi, une thèse remarquée sur l'urémie, ce qui m'a en soi intéressé, et qui fut aussi recteur et président de l'université. Et puis enfin, Jules Thiriard, chirurgien, il était le chirurgien d'ailleurs de Léopold II et qui fut sénateur. Et pour terminer, Émile Iseux, qui enseignait un peu de tout, l'hygiène, la botanique, la zoologie, la paléontologie, et qui était 2 fois recteur, conseiller communal, conseiller provincial. En fait, vous voyez ce qui se passe, tous ces médecins extraient un ténia interminable de l'abdomen du patient, mais malheureusement, l'issue est connue, puisque vous pouvez le voir, la mort frappe à la porte. Et effectivement, le hasard de l'évolution naturelle des espèces vivantes a fait apparaître un jour un être vivant, doté de la capacité d'être conscient de la ligne du temps. Cet être, qu'on peut appeler l'être humain, sait depuis lors qu'il existe un temps futur et que dans cet avenir, sa propre mort est inéluctablement programmée. Et donc la question est comment vivre dans la désespérance d'une mort annoncée? Comment supporter de naître ce que Jean-Paul Lévy a appelé une matière fugitive? Eh bien, le génie adaptatif de l'être humain n'a pas manqué de réponses. Une première a été de nier le caractère définitif de la mort terrestre et de croire qu'il existe d'autres formes de vie après la mort. Une deuxième, non exclusive d'ailleurs de la précédente, fut d'apprivoiser cette mort par des rites funéraires appropriés. Une troisième, enfin, la principale, je pense, est d'admettre la réalité d'une fin inéluctable, mais d'espérer que ce ne sera pas pour demain. On peut ainsi construire des projets et vivre dans l'espérance de pouvoir les réaliser. Mais c'est alors que, cruel rappel à l'ordre, survient la maladie. L'échéance n'est peut-être pas aussi loin qu'on se plaisait à l'imaginer. Heureusement, le même génie adaptatif a trouvé une nouvelle réponse, qui est le puissant espoir de guérison. Il était jadis porté par les sorciers, les guérisseurs, les chamans. S'ils ne pouvaient rien à l'évolution de la maladie, ils pouvaient, par leurs rituels et leurs incantations, maintenir le mourant dans ses folles espérances. Aujourd'hui, la médecine a les moyens, partiellement en tout cas, de s'opposer à l'œuvre de la nature. Les morts du passé, acceptées comme une fatalité, et je cite par exemple les 245 000 morts français des épidémies de choléra en 1832 et en 1854, ou même jusqu'en 1925, les 55 000 morts chaque année en France de la tuberculose, aujourd'hui ne sont plus tolérés. Le médecin doit guérir, même l'inguérissable. Et le médecin, d'ailleurs, finalement un être humain comme un autre, n'échappe parfois pas à cette pulsion prométhéenne. Soutenu par le vacarme médiatique de notre temps, il annoncera des effets thérapeutiques prometteurs de traitements miracles. Tout aussi en difficulté que le patient, il refusera d'accepter ce que la science, pourtant, lui refuse de croire.
Et même si dans un effort de rationalité par la froide analyse scientifique, le médecin accepte de reconnaître qu'il ne peut plus répondre à la vaine espérance de guérison de son patient, peut-il oublier que l'espoir est l'élément critique qui permet à l'être humain de faire face à la maladie? Peut-il renoncer à calmer l'angoisse? A-t-il le droit de semer ce que Jean Burger appelait les germes du désespoir? A-t-il le droit de détruire ces quelques parcelles de bonheur qui peuvent encore éclore au crépuscule de la vie? Bref, n'aurait-il finalement pas le droit de mentir? Dans ce contexte, le paternalisme médical, inspiré de l'éthique hippocratique, souligne l'importance de ne pas nuire et de faire le bien. Le médecin est le seul qui sait, le médecin est le seul qui peut, et en conséquence, le médecin est le seul qui décide pour le bien du patient. Pourtant, en rupture avec cette tradition ancrée dans ce que j'appelle l'in vivo clinique, sont survenus plus récemment les courants de la pensée que j'appelle in vitro, des philosophes et des législateurs. En réaction à ce qui est désormais appelé l'arrogance du paternalisme médical, la notion d'autonomie de l'individu, en l'occurrence du patient, est mise en avant. L'idée est que chacun a un schéma conscient de ce qu'il veut faire dans la vie et est armé des fonctions cognitives performantes qui lui permet de penser minutieusement le pour et le contre et faire les meilleurs choix compte tenu de ses valeurs personnelles. Le respect de l'autonomie des individus, ce nouvel impératif de l'éthique, suppose que les algorithmes décisionnels des patients soient alimentés de toute l'information nécessaire concernant leur situation, en y incluant une bonne connaissance des probabilités de toutes les occurrences possibles connues par l'état de la science. Il en découle nécessairement un corollaire, l'obligation du consentement informé du patient pour tout ce qui concerne sa santé. Cette vision, portée par les plus honorables associations médicales internationales, sous-entend évidemment qu'un individu, quel qu'il soit, est en position de faire un choix et de donner un accord, et s'il n'en était pas capable, pour diverses raisons médicales, comme une démence par exemple, ou légale, le fait d'être un mineur, il existera toujours un substitut légal pour assumer cette fonction. Elle sous-entend aussi que l'information a été complète, qu'elle a été comprise, et on recommande la forme écrite et signée. Le patient a ainsi pesé, comme le peseur d'or de Quentin Metzeys, le pour et le contre, et peut conduire ses choix. Entre ce bel édifice théorique, appuyé par les solides arguments de la raison pure, et, par ailleurs, la dure réalité du terrain, chacun s'accorde à reconnaître que l'hiatus est considérable. À titre d'exemple, comment aller à l'encontre de l'inclination naturelle du cerveau humain de ne pas comprendre la notion de probabilité pour diriger son comportement? S'il n'en était pas ainsi, les loteries et les casinos seraient en faillite. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi les patients préféreraient-ils un traitement dont on annonce 95% de chances de succès plutôt que celui dont on annonce 5% d'échec? S'il n'en était pas ainsi, pourquoi des patients sont-ils prêts à tenter des traitements expérimentaux, lourds, pénibles et coûteux, dont les chances annoncées de succès voisinent de la probabilité de 0? Comment aussi intégrer les nuances d'une information scientifique parfois contradictoire? Et il y a plus encore, les progrès des sciences cognitives indiquent aujourd'hui le poids considérable des émotions dans le processus de la prise de décision. Comme Damasio l'a écrit, Descartes a tort et Spinoza a raison. Ainsi, la charge émotionnelle est un puissant inhibiteur de l'évaluation objective, de la balance entre les avantages et les risques d'une décision donnée. Et l'affaire s'aggrave encore
quand on sait qu'une masse trop importante d'informations, parce que souvent elle ajoute de la confusion plutôt que de la clarté, peut aggraver la charge émotionnelle et ajouter encore à l'impasse décisionnelle du patient. On en revient ainsi à l'impératif de ne pas nuire, qui impose la prise en compte du danger émotionnel, de l'énumération de la longue liste des effets indésirables des traitements proposés, même les plus improbables, de la description minutieuse de lésions bénignes, sans conséquences prévisibles, découvertes fortuitement, ou encore d'un déterminisme génétique dont on ne peut contrecarrer le cours. Le trop d'informations, parce qu'il accroît la charge émotionnelle, altère la capacité décisionnelle de l'être humain et, paradoxe des paradoxes, ne lui permet même plus d'exercer son autonomie. Et ce n'est pas tout. Le principe d'autonomie et son corollaire, le consentement informé, contiennent une contradiction interne. Qu'en est-il du patient dont la préférence est d'en savoir moins? Un choix qu'il peut ne pas expliciter, mais donner à comprendre par son attitude. Et même s'il affirme sa volonté de savoir, comment valider un choix informé sur un contenu qu'il ne connaît pas encore? Comment peut-il peser par avance la contrepartie qu'il devra payer pour une vérité qui finalement lui deviendra insupportable? Une expression de l'autonomie peut être aussi le refus d'exercer cette autonomie. D'ailleurs, et ici l'embrouille est complète, le droit de ne pas savoir figure dans la Convention européenne des droits humains et dans plusieurs législations nationales. Finalement, pour ceux qui vivent, profession oblige, dans le vacarme de la vie, de la souffrance, de la mort, loin du silence studieux des bibliothèques de droit ou de philosophie, la perception du souhait le plus souvent exprimée par le patient est celle d'un appel à l'aide, non par le récitatif d'une froide information complète et objective, mais par le conseil d'un médecin bienveillant à qui l'on fait confiance. On cite ainsi l'exemple de Franz Ingelfinger, qui fut de longues années l'éditeur en chef du New England Journal of Medicine. Atteint d'un cancer gastro-œsophagien, une pathologie qu'il connaissait particulièrement bien, il consulta de nombreux experts, dont il reçut évidemment des avis contradictoires. Il devint de plus en plus anxieux et désespéré, et ne sachant quelle décision prendre, jusqu'à ce qu'un de ses médecins amis lui dise « Ce dont tu as besoin, c'est d'un docteur ». Un conseil qu'il suivit. Il put ainsi confier plus tard « Rencontrer quelqu'un qui, d'une manière paternaliste, allait assurer la responsabilité de mon traitement, allait apporter à moi et à ma famille un immense soulagement. » Bref, les choses ne sont pas simples. Si on peut admettre que le choix ultime appartient au patient, il revient au médecin de prendre en compte sa vulnérabilité face à la désespérance. Mais quand la médecine scientifique est dans l'impasse, qu'elle ne peut objectivement plus rien offrir, jusqu'où faut-il aller? Je pense ici aussi bien à l'état préterminal d'une maladie incurable qu'à ses symptômes multiples, sans maladie au sens de la nosologie de la médecine factuelle, certes apparemment bénin, mais qui perturbe le bien-être psychosocial d'une multitude de patients. J'évoquerai donc ici l'éthique de l'usage de la placébothérapie et son corollaire, le recours aux pratiques alternatives. Je ne discuterai pas l'éthique des essais thérapeutiques dans lesquels un groupe de patients reçoit un placebo, mais plutôt l'usage traditionnel du placebo, c'est-à-dire les situations où le médecin administre au patient une substance inactive tout en lui affirmant lui donner un médicament pharmacologiquement actif. Certains justifient éthiquement cette attitude en évoquant le devoir de faire le bien et de l'opinion sincère du praticien qui est convaincu que ce faisant, il apportera une aide au patient, répondra à son attente et diminuera son angoisse. Ce qu'on sait aujourd'hui de l'effet placebo, notamment ses mécanismes physiologiques, conforte évidemment cette approche. Certes, le médecin commet un mensonge, mais une certaine forme d'éthique admet le mensonge
quand son contenu est relativement innocent et que la motivation du menteur est positive. Par exemple, relativiser le diagnostic d'un cancer en mettant l'accent sur l'amélioration à espérer d'un traitement dont l'efficacité est douteuse, ou mettre l'accent sur les effets positifs à espérer plutôt que sur les effets secondaires à craindre. En revanche, l'éthique médicale la plus universellement admise, comme on vient de le voir, met en avant la valeur prioritaire du respect de l'autonomie du patient et dès lors écarte sans ambiguïté le mensonge. D'ailleurs, l'éthique du devoir écarte aussi le mensonge parce qu'il viole la règle morale a priori qui privilégie la vérité. Et enfin, l'éthique utilitariste condamne aussi le mensonge, même s'il est fait dans l'espoir d'améliorer le bien-être du patient, parce qu'il comporte un risque plus grand encore, la perte de confiance du patient dans son médecin, et même plus largement dans la médecine, s'il s'aperçoit avoir été leurré. Ainsi, d'une manière générale, l'éthique médicale actuelle n'admet pas la placebo-thérapie. Il est pourtant des situations où les positions éthiques sont plus ambiguës. Ainsi, devant le constat que près d'un tiers des patientes atteintes d'un cancer du sein ont, en parallèle au traitement conduit par leur cancérologue, eu recours à des pratiques alternatives sans efficacité démontrée, que ces patientes montraient des signes intenses de détresse psychologique et que le recours aux pratiques alternatives a diminué leur angoisse, il a été admis que le traitement qui vise au bien-être psychologique d'un patient fait partie de sa prise en charge. Dans ce contexte, et pour autant que la pratique alternative ne comporte aucun danger, qu'elle ne conduise pas, entre autres, à l'abandon du traitement cancérologique, la situation peut être éthiquement acceptée. Il est vrai que le recours aux pratiques alternatives est très largement répandu. On estime que 40 à 60% d'un adulte a au moins une fois recours à une pratique alternative. Simplement parce que l'espoir des patients est d'aller mieux, qu'ils sont parfois déçus par la médecine régulière, qu'ils en ont peur. De plus, les anecdotes et témoignages véhiculés par des amis, par les voisins, par les collègues, amplifiés par les médias, leur ont donné de grandes espérances dans les miracles de l'alternative. Une analyse plus fine des discours des praticiens alternatifs permet de comprendre la séduction qu'ils exercent. En dépit des diversités des pratiques, on retrouve les concepts d'une nature bienveillante qui aide à guérir, en opposant le naturel à l'artificiel, la pureté à la toxicité, l'authenticité au synthétique. On retrouve aussi l'appel à des forces mystérieuses, non mesurables, issues tantôt de l'esprit ou tantôt même du cosmos, qui arbitrent la santé et la maladie. On y retrouve enfin le poids accordé à la primauté de l'expérience individuelle, à la singularité du patient, par rapport, évidemment, à la sécheresse des phénomènes objectifs étudiés sur des groupes, synthétisés dans le prototype désincarné de l'individu moyen. Ainsi, avec son cortège d'émaux, de sentiments, de valeurs, d'attentes, d'espérances, de croyances, les pratiques alternatives réorganisent la maladie. Inductrices d'un puissant effet placebo, elles alimentent l'espérance. Il est difficile pour un médecin fidèle à la méthodologie de l'evidence-based medicine de pratiquer lui-même des traitements qui n'ont pas fait leurs preuves. Et de la même façon, il ne peut accepter de mentir aux patients par une placebo-thérapie. En revanche, les praticiens qui croient à ces théories, fussent-elles fumeuses, et qui les colportent, n'ont pas le sentiment de mentir. Leur foi renforce d'ailleurs leur pouvoir de séduction. En quelque sorte, il s'agit d'un bon usage du placebo, puisqu'il s'agit d'un usage à double insu, à l'insu du patient, à l'insu du praticien. L'éthique ne devrait donc rien retrouver à y redire. Finalement, les médecins sont face à une énorme difficulté. Il s'agit de fournir aux patients des conseils scientifiquement validés, tout en reconnaissant le droit de ce patient à des choix personnels, même déraisonnables.
Dans ce contexte, la volonté d'un patient de recourir à une pratique alternative, si elle ne l'éloigne pas d'un traitement par ailleurs démontré efficace, peut être éthiquement respectée en considérant les effets positifs du placebo. En conclusion, face à la vulnérabilité émotionnelle de l'être humain malade, il revient au médecin de répondre au mieux aux aspirations et aux espérances du patient, avec l'immense défi de ne pas trahir ses propres valeurs. Comme Sisyphe au pied de la montagne, la tâche est à reprendre chaque jour. Fût-elle absurde, nous dit Camus, elle mène au sommet. Il faut donc imaginer Sisyphe heureux. Je vous remercie.